Et ce matin, nous accueillons Joël Alain, ancien patron d'EDT, puis d'Air Tahiti, qui a été nommé en Conseil des ministres pour devenir le délégué coordonnateur de la table ronde pour le pays. Bonjour. Bonjour. Alors, vous aurez la délicate charge de préparer la table ronde sur le nucléaire prévue en juin à Paris. Comment d'abord qualifieriez-vous cette mission que l'on vient de vous confier ? A priori, le mot qui vient, c'est une mission, j'allais dire, difficile, délicate, peut-être par certains aspects, qui révélera des sentiments douloureux, certainement, pour de nombreuses personnes. L'individu que je suis avait dit non, mais je dirais que le citoyen a convaincu l'individu de dire oui, parce que si on vous appelle pour une cause comme celle-là, pour essayer d'extirper, j'allais dire, des difficultés ancestrales presque, qui durent maintenant depuis des années, qui empoisonnent la vie des Polynésiens, qui empoisonnent la vie des familles, qui divisent. C'est difficile de dire non. Donc, je l'ai accepté parce que ce sentiment de devoir un petit peu m'a convaincu. Ouais. On va s'intéresser à votre rôle précis dans cette histoire. Si on s'intéresse pour commencer au cadre de cette table ronde, qui doit y participer ou qui va y participer ? Est-ce que vous le savez déjà ? Donc, vous savez déjà qui va partir d'ici en Polynésie. Alors, avant de répondre, écoutez ce que disait par exemple cette semaine le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Avec les armées, les experts, les associations, les parlementaires, pas que ceux de Polynésie, mais tous les députés, tous les sénateurs, qu'on ait ce moment de travail autour des essais nucléaires me paraît être une bonne chose. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, il était l'invité du journal télévisé mardi soir. Vous savez donc d'ores et déjà qui sera du voyage ? Alors là, la délégation n'est pas complètement déterminée. Je pense que ça sera une commission un petit peu atypique et qui dépendra de la désignation des gens dépendant d'un arrêté qui sera pris certainement au Conseil de gouvernement, puisque maintenant l'institution, la délégation a été créée hier au Conseil des ministres. Maintenant, il revient au président de désigner ces personnes. Mais une bonne partie certainement des personnalités ou des institutions qui ont été citées par M. Lecornu sera présente. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tracé ou imaginé les contours de votre feuille de route, défini l'ordre de jour. Pour la sénatrice Lana Tetuanui, cette feuille de route, celle du gouvernement également, est déjà tracée. On l'écoute. La feuille de route tracée par notre président Édouard Fritsch est claire. Il y a l'aspect des malades eux-mêmes, ça sera un point, c'est sûr, et je pense même que ça sera le préambule. C'est un peu aussi notre position, c'est l'humain avant tout. Et puis viendra après tous les problèmes environnementaux, économiques et sociaux qui vont être aussi débattus. La sénatrice Lana Tetuanui. C'est aussi votre feuille de route ? Alors, pour le moment, je n'ai pas de feuille de route précise. Je pense que ces thématiques seront nécessairement abordées. Il y a cependant, en ce qui me concerne, une priorité qui est celle de maîtriser le temps. Parce que le mois de juin, c'est extrêmement proche. Et il faut donc que nous partions avec des bases documentaires qui soient historiquement, scientifiquement solides. Je pense qu'on devra un petit peu s'éloigner, excusez-moi de le dire devant vous, mais de la partie un peu journalistique des débats sur ce sujet-là, pour vraiment se disposer tous ensemble d'une base, si possible, partagée, de façon à se présenter au moins sur ces données-là, de façon coordonnée, sinon unie. Mais les voix seront celles que porteront les différentes entités qui seront désignées, bien évidemment. Et elles devront porter de manière puissante et forte, mais si possible coordonnées dans leur expression. Alors, en même temps, est-ce que vous ne partez pas, ou la Polynésie ne part pas dispersée et donc en position de faiblesse à cette réunion ? Parce que la Polynésie, on est d'accord, ne va pas parler d'une seule et même voix. J'aurais tendance, bien que je ne dois pas m'immiscer dans les... Je suis chargé de coordonner les sujets et non pas
d'insuffler des thématiques personnellement. Mais moi, je dirais simplement que si on en est à ce point-là, c'est que des choses ont été cachées, vraisemblablement. Et c'est pour ça que le président Fricht a indiqué que la thématique, les fondamentaux de ce déplacement sont basés sur vérité et justice. Ce sont ces deux mots. Vous savez, cacher des choses, quand les choses sont révélées, ça génère beaucoup plus de mots que la vérité quand elle a été dite, quand il fallait la dire. Donc je pars, moi, sur ce sentiment que si nous sommes divisés, c'est parce que les opinions se sont basées sur des divergences ou des éléments qui n'ont pas été dévoilés lorsque ces éléments auraient dû être dévoilés. Et ces divergences, vous pensez pouvoir les aplanir avant de partir ? Je ne pense pas pouvoir les aplanir avant de partir. Aujourd'hui, en tout cas, ces divergences existent depuis très longtemps. Par contre, ce qu'il faut, c'est que chaque idée présente, quand elle représente des courants d'opinion ou des opinions nettement marquées et relayées depuis longtemps dans la population polynésienne, elles ne peuvent pas être pas absentes et leur voix ne peut pas être absente non plus, nécessairement. Alors, il y aura des réunions préparatoires avant la table ronde, ne serait-ce que pour vous entendre donc sur l'ordre du jour, car chacun va venir avec ses priorités. Écoutez par exemple ce que l'association 193 et son président, le père Auguste Webe Carlson, veulent mettre sur la table lors des discussions. Vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. Parmi les demandes qu'on a proposées, cette déclassification des documents, la réalisation des études dites des maladies transgénérationnelles, l'indemnisation, bien entendu, des familles qui ont été touchées, la réalisation d'études sur les conséquences environnementales. Et tout cela sous l'égide non pas simplement d'experts de l'ONU, mais d'experts indépendants. Les mesures les plus urgentes, nous rappelons au ministre que c'est le retrait du Milicivert, le retrait de la date butoir du 31 décembre 1998, le retrait de la date butoir imposée aux ayants droit, et le rajout des autres maladies radio-induites. Nous tenons à ce que tous ces points soient vraiment discutés durant la table ronde. Le président de l'association 193, le père Auguste Webe Carlson. C'est ambitieux ce qu'il vient de dire, ou alors il faudra également donc mettre tout ça sur la table ? Je pense que c'est des sujets sur lesquels le débat doit avoir lieu. Il me semble qu'il ne servira à rien d'aller à Paris et de ne pas parler des sujets qui sont les leitmotifs des associations. Donc non, on ne peut pas, je pense, c'est mon avis tout à fait personnel, aller à Paris sans que l'expression de ces choses ont été faites. Le père Webe Carlson exprime la position de 193, qui n'est pas tout à fait la même que la position de Morojoa Tatou, qui est sur bien des égards différente de celle de Tamar Imore de Morojoa. Voilà, donc on aura 3 voix qui porteront sur ces sujets, représentant les gens qui ont été touchés par, entre guillemets, par ces essais. Donc leur voix ne sera peut-être pas non plus très harmonieuse non plus, ouais. Alors, il y a un point sur lequel donc ils ne transigent pas, ces associations ne transigent pas, c'est vous l'avez entendu, hein, les documents à classifier, c'est presque un préalable. Je pense qu'il va y avoir une unanimité là-dessus. Enfin, on pourrait arriver à une unanimité là-dessus, parce que la justice ne pourra être faite que si la vérité est faite. La justice vient de la vérité. Si on n'a pas la vérité, comment un juge peut juger en droit, certes, mais en équité, s'il n'a pas la vérité des faits? Les faits, ils sont tenaces, ils sont là, ils ont été inscrits dans des documents d'études, dans des documents d'analyse. Il me paraît légitime qu'aujourd'hui, si on veut vraiment, et c'est le cas apparemment pour le gouvernement français, si on veut vraiment faire évoluer les choses, il me paraît plus que légitime que les documents classifiés s'ouvrent, sauf ce qui concerne strictement comment mélanger A plus B pour faire la bombe. Non, mais comment les choses ont été faites, quelles sont les dispersions de radionucléides qui ont été constatées, etc. Ça, ce sont à mon sens des choses absolument indispensables et préalables
On a entendu des politiques, des associations demander également que le chef de l'État, une sorte de préalable comme ça pour démarrer les travaux, demande pardon au nom de la France. Vous en pensez quoi ? Aujourd'hui, je n'ai pas les éléments pour juger du caractère indispensable de cette demande de pardon. Cela dépendra un petit peu du constat que la délégation fera des faits et des événements. Il faut qu'on puisse savoir demander pardon. Pourquoi ? Parce que, et là, comme je le dis, les positions sont là relativement divergentes. Et ça va être d'ailleurs le travail j'ai proposé que ce soit le travail de la première réunion, c'est d'avoir une base documentaire et historique tout à fait objective. Puis, ensemble, avec toute la délégation, dans une seconde réunion, on ferait l'expression des opinions, l'expression des demandes de manière ordonnée, classifiée, par thématique, santé, sociologique, etc., culturelle. Moi, par exemple, je suis persuadé que c'est un comble que le fait d'avoir eu une masse de personnes arrivées en Polynésie a été à l'origine du renouveau culturel polynésien, par réaction. Le tatouage, je pense qu'il n'aurait pas eu le succès qu'il a aujourd'hui et la portée qu'il a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce choc avec l'arrivée du CEP. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais voilà, sur le plan culturel, il y a eu des événements, sur le plan sociologique. Les gens qui sont venus des îles habiter Tahiti, avec dans des habitats tout à fait indignes aujourd'hui, etc. Des familles déstructurées, incapables de gérer leurs enfants de bonne manière, etc. Pourquoi tant de jeunes veulent demandent à ce qu'il y ait un retour de l'armée ? Parce que, faute peut-être d'encadrement de leurs parents, ils ont besoin d'un encadrement plus organisé, un petit peu militaire, etc. Donc, les sujets sont énormes. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis. Je suis de la génération de ceux qui sont partis en 64-65. C'est un moment où tout se passait. Tout arrivait. J'ai eu beaucoup d'amis qui ne sont pas partis. Les parents avaient des terrains. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de faire leurs études, ils ont construit des maisons, ciment en bas, Pinex en haut. Et voilà, toucher des loyers, à l'époque, colossaux. Moi, quand je suis revenu, que j'ai été VAT, je touchais 25 000 francs. Eux, ils ont touché 200 000. J'ai rien eu à regretter, mais les gens ont quelquefois laissé la partie intellectuelle de leur personne, je dirais pas se dégrader, mais ne pas être exploité. Tout ça, pourquoi ? Pour aller vers du matériel. Voilà. On est revenu, je dirais, à ce moment-là, on a accédé à une situation très matérialiste. Et tout ça, ça peut demander, ça peut être sujet à réparation. Mais cette réparation, il ne faut pas la construire à mon sens. Moi, je suis quelqu'un, humblement, je suggérerais ces pistes-là. Il ne faut pas les demander dans l'immédiat. Il y a un plan à faire. Il y a un plan. La bombe atomique, on l'a mise en place pendant 40 ans ici. Elle a fonctionné pendant... Elle a perturbé, en quelque sorte, la vie économique et sociale pendant longtemps. Même si elle a apporté des atouts, quelquefois. Est-ce que ce n'est pas un plan sur plusieurs décennies qu'il faut mettre en œuvre pour compenser les choses, s'occuper de la jeunesse, la former, lui donner un métier, l'anoblir en quelque sorte. Cette table ronde, c'est une formidable occasion, on a l'impression. Comment ? C'est une occasion. Ah, c'est une occasion unique. C'est la première fois que les choses se passent à ce niveau-là. Et voilà, si on ne l'apprend pas, de toute façon, je pense qu'on ne serait pas responsable. La première réunion préparatoire, elle a lieu quand ? Elle a déjà commencé ? J'ai suggéré qu'elle se tienne mardi prochain. C'est une réunion méthodologique, en quelque sorte, pour savoir comment on allait travailler. Et une seconde réunion viendra, qui sera sur le fond. Et je pense que nous aurons trois réunions. Ça se terminera vraisemblablement par un séminaire, si le président en est d'accord, de toutes les parties composantes de la délégation, pour savoir comment on parle,
sur quel ton on parle. Ceux qui veulent être véhéments, ils auront leur espace, ils auront leur espace-temps, etc. Dans le respect, évidemment, de l'institution des présidentielles républicaines, bien sûr. Mais, et aussi le contenu. Qui parle, à quel moment, pour ne pas que ce soit un peu la force d'empoigne. Je pense que quand on arrivera devant le président de la République et ses collaborateurs, il faut qu'on soit digne, il faut qu'on soit intelligent dans nos demandes, il faut qu'on soit fort dans nos exigences, Mais il faut que ce soit tout ça, il faut que ce soit très structuré. Et uni. Et, si possible, uni sur l'essentiel. L'essentiel étant, certes, un peu le passé, mais beaucoup l'avenir. L'avenir. Cette réunion va durer combien de temps à Paris? Alors, elle est prévue sur 2 jours. 2 jours. Okay. Le président de la République a désigné le préfet Alain Rousseau, un autre Alain, pour être mon alter ego, en quelque sorte. Hein. D'accord. Les dates précises n'ont pas été arrêtées. Les dates précises n'ont pas été arrêtées. On sait que c'est fin juin. Fin juin. Merci beaucoup, Joël Alain, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le délégué coordonnateur de la table ronde pour le pays et que vous avez donc la charge de préparer, la lourde charge, j'allais dire, de préparer la table ronde sur le nucléaire prévue donc au mois de juin à Paris. Merci. C'est moi qui vous remercie.